Bonjour tout le monde. Très content d'être à Sherrington avec ma collègue, la députée d'Huntingdon, Carole Mallette, donc une entrepreneure. Je veux saluer aussi la famille Daigneault. Puis là, je sais qu'il est assis là, mais c'est le père qui est supposé être retraité, mais on me dit qu'il est très impliqué quand même. Ça s'appelle Où on est, Produits frais FMS. Donc, on va commencer par le père qui s'appelle François. On va continuer par un des deux fils qui s'appelle Marc-Olivier. C'est lui qui va avoir la grosse responsabilité de vous parler. Puis il y a l'autre frère qui est là, qui est Steven. Donc, ça balance FMS, Produits frais. Et je veux saluer aussi M. Bourgeois, qui est vice-président aux entreprises chez Desjardins. Et on est toujours content, là. On a deux grandes institutions au Québec, Desjardins puis la Banque nationale, qui sont très impliquées dans toutes les régions du Québec et qui aident nos entreprises qui ont des projets comme aujourd'hui. Évidemment, je veux saluer aussi les employés de l'entreprise qui sont ici aujourd'hui. Vraiment content d'être avec des entrepreneurs. Dans mon ancienne vie, j'ai été entrepreneur et puis, c'est ça, il y a toujours un stress, là, mais François, le père, a deux enfants qui sont ingénieurs et qui sont allés travailler dans des entreprises, puis qui ont décidé, c'est toujours le souhait du père, mais en même temps, ils respectent les décisions des enfants, mais les deux gars qui sont ingénieurs sont revenus pour prendre la responsabilité de l'entreprise, puis ils ont bien des projets, qu'ils veulent faire des choses que le père n'a pas faites. Donc, c'est le fun de venir voir les projets qu'ils ont. Donc, d'abord, c'est important de vous dire que Produits frais FMS, c'est un des plus importants producteurs au Canada dans les transformateurs agricoles. Et ça me fait plaisir d'annoncer aujourd'hui que dans le projet de 25 millions pour une nouvelle usine d'emballage, le gouvernement va contribuer 5 millions, ce qui est un prêt. Il n'y a pas de remboursement de prévu des 3 premières années pour donner une chance à l'entreprise. Et ce qui me fait plaisir surtout, c'est qu'on va avoir enfin un producteur de ce qu'on appelle les bébés carottes ou les mini-carottes. Et c'est important parce qu'au Québec, 33% des ventes de carottes, c'est des bébés carottes. Puis on n'a aucun producteur de bébés carottes, puis on importe 100% des mini-carottes des États-Unis. Donc, vous me voyez venir que dans la situation qu'on vit actuellement avec les États-Unis, c'est important qu'on commence à faire des mini-carottes au Québec. Je me souviens, entre autres, dans mon coin, dans la Nodière, d'avoir parlé avec des producteurs pour leur dire pourquoi vous ne faites pas de mini-carottes. Puis là, peut-être que c'était ça aussi que le père disait, c'est pourquoi faire des mini-carottes. Là, le monde sont capables de les couper, les grosses carottes, faire des petites carottes. Sauf qu'il reste que, entre autres, pensons aux enfants, peut-être qu'ils n'en mangeraient pas, même des grosses carottes coupées. Il y a mieux les bébés carottes. Et donc, c'est important. C'est une question de marketing, mais c'est important de pouvoir fournir cette demande-là qui vient des consommateurs au Québec. Donc, avec la nouvelle usine qu'on annonce aujourd'hui, Produits frais FMS va devenir la première entreprise québécoise à faire des mini-carottes. Ça va devenir aussi le plus grand emballeur de carottes au Canada. Donc, quand même, c'est pas rien. On me dit que ça va augmenter la productivité jusqu'à 300%. Là, j'ai fait le tour de la comptabilité tantôt, ils vont calculer ça. Puis les mini-carottes vont être disponibles dans nos épiceries dès cet été. Donc, quelle belle nouvelle. Et j'ai en même temps aussi, étant donné que j'ai la chance d'avoir quelques journalistes, 2 messages aujourd'hui à passer. D'abord, un message aux Québécois. Achetez québécois. Achetez local.
c'est tellement important. Ça a toujours été important, mais avec les menaces de Donald Trump d'empêcher éventuellement des exportations aux États-Unis, dans le fond, nuire à nos entreprises, bien, c'est plus important que jamais, si on veut protéger nos emplois, d'acheter des produits québécois. Puis je suis content de voir que, puis on me le confirmait d'ailleurs depuis quelques semaines, depuis que M. Trump fait ses annonces, puis ses désannonces, puis ses nouvelles annonces, puis ses re-annonces, bien, il y a plus de Québécois, quand ils vont à l'épicerie, qui regardent si c'est un produit québécois. Puis aujourd'hui, on lance une campagne de pub qui dit « Quand on achète québécois, on ne se trompe pas. » On ne se trompe pas, vous la suivez. Donc, c'est important que tous les Québécois soient capables, là, autant que possible, d'acheter québécois. Ça, c'est le premier message que j'avais. Le deuxième message, c'est pour les producteurs agricoles, les transformateurs, de dire c'est le temps de venir nous voir avec vos projets d'expansion, vos projets de diversification. Moi, une des raisons pourquoi j'ai accepté l'offre de Lucien Bouchard, au début, j'étais ministre de l'Industrie et du Commerce, ça s'appelait comme ça à l'époque, l'économie, et c'était pour que l'économie du Québec soit plus comparable avec le reste du Canada et les États-Unis. Parce que malheureusement, là, puis je ne rentrerai pas dans la religion puis dans toute l'histoire du Québec, mais dans l'histoire, on a eu moins d'entrepreneurs. Donc, on a un rattrapage à faire. Et c'est important que le gouvernement aide. Puis depuis 6 ans, depuis que je suis premier ministre, on a augmenté les interventions d'Investissement Québec de 80 %. On a augmenté de 80 %. Puis évidemment, il y a des journalistes qui aiment parler de certains investissements qui ont moins bien fonctionné, mais je veux juste dire qu'il y a des centaines d'interventions d'Investissement Québec qui ont eu du succès. Tellement de succès que depuis 6 ans, puis ça ne s'est jamais vu dans l'histoire du Québec, quand on regarde tous les indicateurs économiques, le Québec a mieux fait que le reste du Canada. Ça ne s'est pas vu là, pendant 6 années dans l'histoire du Québec. Donc, prenez les indicateurs, là, il faut en parler, journalistes, le PIB par habitant, la productivité, l'augmentation du salaire moyen, l'augmentation du revenu disponible, le plus bas taux de chômage. Sur tous ces indicateurs-là, on bat le reste du Canada. Le seul endroit où je pense qu'on peut en faire plus, c'est avec les producteurs agricoles puis les transformateurs. Parce que, vous savez, chez Investissement Québec, on essaye de beaucoup aider le secteur manufacturier. Parce que c'est important, on fabrique des choses, c'est là que sont les emplois qu'on appelle structurants. On oublie que l'agriculture, c'est du manufacturier. Ils produisent, ils transforment. Donc, c'est important qu'il y ait plus de projets de déposer, autant à la financière agricole que chez Investissement Québec, pour prendre de l'expansion, se diversifier. Puis en plus, bien, il y a quelque chose qui est particulier pour le secteur agroalimentaire, c'est ce qu'on appelle l'autonomie alimentaire. J'ai vécu, puis on a tous vécu la pandémie. Je me souviens très bien de journées où je me disais, peut-être qu'on va avoir de la difficulté à nourrir les Québécois parce que 50 % de ce qu'on mange est importé. Donc, il faut être plus autonome, donc avoir plus de projets comme on a aujourd'hui. Donc, j'en profite pour inviter tous les producteurs. Venez nous voir, il n'y a aucun bon projet qui va être refusé. Puis j'en profite pour passer le message à Desjardins aussi. Donc, Desjardins, si vous voyez des entreprises qui hésitent, là, venez nous voir. On a besoin d'ajouter des nouveaux produits comme des bébés carottes.
on a besoin aussi de diversifier nos marchés. Donc, le reste du Canada, là, il faut être encore plus présent dans le reste du Canada, éventuellement en Europe et ailleurs. Donc, c'est important pour moi. Là, on est un gouvernement qui est économique. Puis je pense que ça va être ce qui est le plus important dans les prochaines années, d'avoir un gouvernement qui est économique, un gouvernement qui est là pour protéger les entreprises, protéger les emplois. Et là-dessus, bien, je veux passer la parole à une ex-entrepreneur. On est toujours encore. On est toujours un peu entrepreneur. Ils appellent ça intrapreneur, là. En tout cas, l'important, c'est de dire que votre député, d'Huntingdon, a été entrepreneur, comme les deux fils est ingénieur en plus, donc ingénieuse et ingénieur, et elle a participé à faire grandir une entreprise, puis elle connaît bien le secteur agroalimentaire, puis les entreprises en général. C'est quelqu'un aussi qui est très travaillant, je peux vous dire ça, là. Est impliqué. Là. Je ne connais aucun député qui a sorti autant de rapports que la députée d'Huntingdon, des bons rapports. Et c'est quelqu'un qui est très présente sur le terrain dans le comté d'Huntingdon. Donc, je vous présente la députée d'Huntingdon, Carole Mallette. Merci. Je suis vraiment contente d'être ici. Je vais commencer par mes salutations officielles. Monsieur Legault, c'est un grand plaisir que vous soyez ici parce que on est entre entrepreneurs ici. Les agriculteurs, c'est avant tout des entrepreneurs. Monsieur Marc-Olivier, Daigneault, Monsieur Steven, Monsieur François, merci de nous accueillir chez vous. Mesdames et messieurs, distingués invités, bonjour. Un grand merci, sincère, puis à toute votre équipe surtout, pour votre accueil. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette annonce qui concerne l'un des plus importants producteurs agricoles du Québec et du Canada, les produits frais FMS. L'entreprise familiale montérégienne connaît une belle évolution dans notre région depuis sa création en 2016 par les deux frères. Et c'est un honneur de pouvoir l'aider à croître davantage. Naturellement, nous, on est là pour vous soutenir, mais c'est grâce à vous que ce projet-là existe. Pour notre gouvernement, c'est plus que jamais important de soutenir les entreprises québécoises. On traverse une période de grands changements en raison du contexte géopolitique. Et on sait que nous, on sait ça parce qu'on est très proche de la frontière et on tient absolument à être présent auprès d'elles pour les appuyer dans la réalisation de leurs projets d'avenir. Aujourd'hui, je confirme d'ailleurs au nom de ma collègue et voisine de comté, la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Christine Fréchette, l'octroi de 5 millions de dollars à produits frais FMS. Cette contribution va notamment aider l'équipe dans la construction d'une usine 4.0. Dans mon temps, c'était 2.0. On est rendu à 4. Pour le conditionnement et l'emballage des carottes et aussi dans l'achat d'équipements pour la transformation de mini-carottes. Il s'agit d'un projet majeur qui va permettre à Produits frais FMS de devenir la seule entreprise au Québec à produire des mini-carottes. Puis là, sincèrement, j'en parlais avec mon conjoint ce matin, il faut que je fasse une anecdote. Il est vraiment content de cette annonce-là, parce qu'en étant député d'Huntingdon, vous savez qu'on a la MRC des Jardins de la Pierreville, c'est nous, le garde-manger du Québec, hein? C'est pas Saint-Hyacinthe, c'est ici. Puis il me disait, je lui disais, moi, il faut que j'achète les légumes de chez nous, ils sont produits chez nous. Puis, vous savez, quand on se lance en politique, bien, c'est le conjoint qui est à la maison avec les 2 jeunes enfants. Moi, quand j'ai commencé, il y avait 5 ans puis 8 ans. Donc, les lunchs, bien, c'est papa qui est fait. Donc, il a épluché des carottes, parce que mon gars est un peu difficile, puis ce qu'il aime, c'est des carottes. Fait qu'il a épluché puis il a coupé des carottes pas mal. Fait que quand il a su que là, on s'en venait avec une usine chez nous de mini-carottes, je peux vous dire qu'il est extrêmement reconnaissant pour le temps gagné en qualité de vie. Donc, un grand merci. Je vous ai fait le message. Vous pourrez dire à mon conjoint que c'est fait.
Donc, vous avez toutes les raisons d'être fiers. Et en plus de favoriser la croissance de l'entreprise et le développement économique de la Montérégie, ce projet de près de 25 millions de dollars va contribuer à l'atteinte de plusieurs cibles de la politique bioalimentaire du Québec. Puis pour ceux qui ont lu le budget, vous savez comme quoi que c'est important pour notre gouvernement. Je pense par exemple aussi à l'autonomie alimentaire, vous l'avez vraiment bien nommé, et à l'accroissement des exportations qui sont plus que jamais des priorités pour nous dans le contexte actuel. Puis là, on a parlé d'ailleurs de transformation de produits. Souvent, on produit le primaire, on a nos mines, on a notre production primaire en agriculture, puis le Québec est en rattrapage de la transformation. Vous allez contribuer à rajouter de la valeur, c'est ça qu'on veut pour les Québécois, augmenter la valeur. Puis avec notre politique, on veut développer un secteur bioalimentaire prospère et durable, mais aussi ancré dans le territoire et engagé dans l'amélioration de la santé des consommateurs. À Montérégie, ce secteur est stratégique pour notre économie. La région est d'ailleurs reconnue comme un chef de file au Québec en la matière grâce à son importante capacité de transformation, à ses infrastructures de recherche et développement. On parlait d'ailleurs de Luc intégré avec le programme PRIS. On est vraiment dans les pratiques très innovantes en pratiques agroalimentaires, agro-environnementales. Puis à la formation de pointe qu'elle offre à sa main-d'œuvre. On a une main-d'œuvre très bien formée en agriculture, puis il faut le reconnaître. Comme on le voit aujourd'hui, il y a des projets majeurs dans le secteur bioalimentaire qui se mettent en place ici, dans notre belle circonscription de Huntingdon. En plus de la nouvelle usine de produits frais FMS, je me permets de rappeler quelques projets dans notre région. En août 2023, la maison Racette, spécialisée dans la transformation de la patate douce, a annoncé un investissement de plus de 40 millions de dollars, dont 15 millions en prêt gouvernemental, pour agrandir son usine et acquérir des équipements. Il y a aussi Culture Genv, le plus grand producteur sérica diversifié du Québec et l'un des plus importants du nord-est de l'Amérique, qui a annoncé en janvier 2024 une participation active de Fonds d'action et d'investissement Québec dans une entreprise familiale. Un partenariat majeur qui va accélérer sa croissance et le développement de sa nouvelle vision, soit celle de promouvoir l'autonomie alimentaire québécoise par une culture en serre durable, permettant d'offrir des produits diversifiés, frais et sains aux consommateurs. Pouvoir s'approvisionner en aliments d'ici est d'une nécessité absolue par les temps qui courent et jamais les consommateurs québécois n'ont été si friands de produits locaux. Mais pour leur donner le choix, il faut mettre à leur disposition une offre locale abondante et diversifiée, un item à la fois. Puis on va commencer par la mini-carotte. En terminant, je salue la décision de Produits frais FMS d'implanter cette nouvelle usine moderne qui permettra d'offrir aux consommateurs des mini-carottes, ou des bébés-carottes, si vous aimez mieux, du Québec. Je tiens aussi à souligner un excellent travail à la vision stratégique de ses gestionnaires, messieurs Marc-Olivier et Steven Daigneault, qui sont devenus la 3e génération de dirigeants. Un bel exemple de reprenariat familial, si important pour la pérennité des entreprises. Vous avez repris les rênes de l'entreprise d'une main de maître, je m'excuse. Nous en sommes fiers. Et vous pouvez être très fiers, mon Dieu, c'est l'émotion. Je vous souhaite une bonne continuation et un vif succès dans votre projet. Merci. Puis mon conjoint vous dit merci aussi. Oui. Donc, je vais céder maintenant la parole. Merci, boss. Je vais céder maintenant la parole à Marc-Olivier Daigneault. Merci. Merci. Monsieur le Premier ministre François Legault, Madame la députée d'Huntington, Carole Mallette, Monsieur Jean-Yves Bourgeois, Premier vice-président service aux entreprises du Mouvement Desjardins, Madame Karen Trujillo, Monsieur Alexandre Faria de Exportation et Développement Canada, distingués invités, bonjour et merci d'être chez nous à Sherrington pour cette annonce qui nous rend particulièrement fiers. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer un investissement de 25 millions de dollars pour concrétiser une usine d'emballage et de transformation de carottes qui comprend une chaîne entièrement dédiée pour les bébés carottes, les mini-carottes. Avec ce projet, Produits frais FMS devient le plus grand producteur de carottes, mais aussi la première entreprise à transformer et ensacher des mini-carottes au Québec. On a parcouru beaucoup de chemin pour arriver au projet qu'on dévoile aujourd'hui.
Ça fait près de 2 ans que cette idée germe dans nos têtes à mon frère Steven et moi. On avait le désir d'innover dans le marché et d'offrir un produit distinctif, savoureux, frais aux consommateurs de chez nous, mais aussi un projet réalisé ici, au Québec, qui serait entièrement destiné à desservir le marché local. C'est pendant un séjour en Europe, il y a un peu plus d'1 an, que l'idée nous est venue de produire des mini-carottes. C'est là que l'idée s'est concrétisée. Il faut savoir que pour produire ce petit légume, il faut des techniques de pointe et des équipements très spécialisés. Pour nous, c'était une opportunité ambitieuse mais atteignable. Puis on s'est dit, pourquoi pas, on se lance. Et c'est ici avec vous, aujourd'hui, 1 an plus tard, qu'on est en train d'assister à la construction des infrastructures qui vont nous permettre de concrétiser notre projet, notre rêve. Ce projet est aussi pour nous une opportunité parce que les consommateurs raffolent de ces mini-carottes. C'est un marché qui représente un potentiel de 377 millions de dollars au Canada. Et au Québec, il n'existe aucune production de mini-carottes. Tout ce qui est consommé est importé. Vous savez, nourrir les Québécois et les Québécoises fait partie de notre histoire et notre famille depuis plusieurs générations. Notre père, notre grand-père ont tous les deux été producteurs agricoles dans la région ici. Ils ont été une grande influence et nous ont inspirés à mettre en œuvre notre vision, d'offrir des produits de qualité tout en stimulant l'économie locale, de consolider notre position de leader dans un marché dominé par des géants américains et de contribuer à faire du Québec un joueur incontournable. On prévoit d'ailleurs que l'usine soit en opération dans les prochains mois et les premiers sachets de mini-carottes soient disponibles dès cet été. Pour réaliser ce projet, cet objectif ambitieux, on a dû s'entourer de collaborateurs stratégiques. Et ils ont été de véritables facilitateurs et alliés, et surtout, ils ont cru en nous pour ce projet ambitieux. Je souhaite d'abord souligner l'engagement majeur du mouvement Desjardins, dès le jour 1. Sans leur soutien et leur soutien financier de plus de 17 millions de dollars, on aurait pu réaliser ce projet. Je souligne également l'appui du gouvernement du Québec qui contribue à hauteur de 5 millions de dollars par l'entreprise d'investissement Québec. Merci pour votre soutien et votre volonté de soutenir des projets comme le nôtre pour accroître l'autonomie alimentaire du Québec. Je veux également mentionner la précieuse contribution d'Exportation et Développement Canada qui nous soutient notre projet grâce à un prêt garanti. Merci à tous d'avoir embarqué avec la même passion que nous dans le projet. En terminant, ce projet ne pourrait être réalisé sans la contribution et l'engagement de l'équipe. Excusez-moi. Vous êtes plus de 200 à collaborer à chaque jour. Dans l'atteinte de cet objectif, on vous remercie chaleureusement. Aujourd'hui, grâce à vous, on approche un peu plus de notre objectif et on ne peut qu'être impatient de voir la suite. Merci à tous. On va passer la parole à Monsieur Bourgeois de Desjardins. Bon, l'avantage de passer en dernier, tout a été dit. Bonjour, Monsieur le Premier ministre Legault, Madame la députée d'Huntington, Carole Mallette, désolé, chers invités, les gens de Desjardins, les gens de DC. Je te comprends d'être ému, Marc-Olivier, parce que c'est tellement une bonne nouvelle, Monsieur le Premier ministre. Dans le contexte actuel, on n'entend que des choses négatives à la radio, à la télévision. C'est difficile des fois de focusser sur les choses positives puis de continuer d'avoir une vision. On regarde les marchés boursiers, on regarde ce qui se dit, se dédie à tous les jours. Nous, ce qu'on aime voir chez Desjardins, puis je pense que c'est bon pour l'ensemble de la société québécoise, c'est des entrepreneurs qui gardent le cap. La famille Daigneault, là, puis je vous salue, j'ai oublié de vous saluer en passant, en commençant, mais la famille Daigneault, vous êtes exactement l'exemple d'entrepreneur qu'il faut mettre de l'avant. On garde le cap, on a un plan d'affaires, on a une vision, on veut diversifier nos marchés, on parlait d'autonomie alimentaire, on veut favoriser l'autonomie alimentaire du Québec. L'achat local, vous le dites, Monsieur le Premier ministre, c'est important, ça fait partie de ça. Puis un des points, Monsieur le Premier ministre, vous parliez, puis moi qui m'interpelle beaucoup, c'est la productivité ici, en misant sur l'industrie 4.0. Puis on dit industrie 4.0, vous l'avez dit, mais c'est beaucoup de choses, industrie 4.0. Mais ici, dans ce contexte actuel-là, c'est vraiment ce que les gens s'imaginent, une ligne de montage dans sa charge qui va faire qu'on va être plus productif et vendre un produit de qualité à prix très compétitif. Puis dans le contexte actuel des tarifs, bien, c'est ça que les entreprises et les entrepreneurs devraient faire. Continuer d'avoir une vision, investir dans l'amélioration de leur productivité parce que des tarifs, ils risquent d'en avoir pendant un bout de temps. Puis on est capable d'aller chercher de la productivité, on est capable de parer aux tarifs et de s'assurer de rester compétitif pour des années à venir et de continuer à bâtir le tissu socio-économique du Québec, ce pourquoi Desjardins, on est là, pour vous supporter. Donc, c'est pour ça qu'on est très fiers de participer au montage financier
que tu as mentionné, Marc-Olivier, de 17 millions de dollars avec EDC et Investissement Québec. Comme vous le dites, Monsieur le Premier ministre, des projets comme ça, on va en avoir d'autres. On va vous les présenter, ça va nous faire plaisir parce que je pense que quand on travaille tout ensemble, là, on arrive à faire des super belles choses. Puis le Québec, présentement, c'est des gens qui travaillent ensemble pour aller plus loin, puis faire évacuer le bruit ambiant, mais focusser sur ce qu'on est bon, c'est construire un Québec solide. Puis avec vous, on va le faire. Donc, merci beaucoup. Félicitations à vous. Puis je vous souhaite une belle continuité dans vos projets. Ça va être super intéressant de voir aller pendant les années prochaines. Merci. Bravo. Merci beaucoup. On va maintenant passer à la période de questions destinée aux médias. Et vous pouvez utiliser les 2 micros derrière les caméras. Ce sera une question, une sous-question, et on va alterner d'un micro à l'autre. Alors, on va commencer avec Andy Saint-André, TVA. Bonjour, M. Legault. La question va être longue parce que ça vient de tomber, donc je veux absolument vous entendre là-dessus. Ça concerne SACLIC, l'Autorité des marchés publics qui vient d'ordonner, puis là je résume, au PDG de la SAC de suspendre pour 30 jours les contrats liés à ce projet-là, projet CASA-SACLIC. C'est par communiqué, là, puis on dit que, je paraphrase, il n'y a pas de mesure corrective qui a été mise en place depuis le rapport explosif de la vérificatrice générale, ce qui laisse présager au fait que la SAC poursuit sa gestion contractuelle de manière identique. Bref, on dit qu'il n'y a pas vraiment de plan d'action et qu'on ne semble pas avoir pris ça au sérieux. Vous réagissez comment? Bon. D'abord, il faut se rappeler qu'on a changé le président de la SAAC. C'est l'ancien sous-ministre au Conseil du Trésor, M. Ducharme, qui a beaucoup d'expérience, qui est maintenant le président. On a changé aussi le président du conseil d'administration. C'est maintenant Mme Savoie, qui était secrétaire générale, qui est maintenant présidente du conseil d'administration. On a déclenché une commission d'enquête publique. C'est nous qui avons demandé à l'Autorité des marchés publics de se pencher sur le dossier. Donc, on est ouvert à tout ce qui va être proposé par les gens qui vont examiner ça. Et on reconnaît, on est les premiers à reconnaître qu'il y a de l'information ou de la mauvaise information qui a été donnée par la SAAC et à des ministres et à une commission parlementaire. Donc, il faut effectivement aller au fond des choses pour voir qu'est-ce qui est arrivé, puis est-ce qu'on a pris les mesures pour plus que ça se reproduise. Mais il n'y a rien qui a changé depuis le rapport de la VG. C'est ce qu'on vient de dire ce matin. Bien, là, c'est vous qui dites ça, là. C'est l'Autorité des marchés publics. Oui, mais ce que je vous dis, là, c'est qu'il y a un nouveau président en qui on a confiance, qui est en train de s'assurer, justement, que les pratiques soient changées. Okay. Donc, la deuxième question là-dessus, dernière oui. question. Le chef de l'opposition officielle ce matin, qui avance cette nouvelle-là, a dit, vous accuse en quelque sorte d'avoir peur de répondre aux questions concernant ce dossier-là à l'Assemblée nationale. Vous n'êtes pas là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, ce que je dis, là, c'est que le chef du Parti libéral est mal placé pour nous dire qu'on ne veut pas faire toute la lumière. Rappelez-vous combien ça a pris de mois avant que le Parti libéral accepte de déclencher la commission Charbonneau. Nous, rapidement, on a confié au juge Galland toute la latitude pour faire une commission d'enquête publique. Donc, on s'est entendu que le rapport soit déposé au plus tard le 30 septembre 2025, donc c'est cette année, bien avant la prochaine élection générale qui est prévue pour octobre 2026. Donc, on veut faire toute la lumière. Prochaine question. Oui, Louise Leduc, journaliste à la presse. Hier, la communauté haïtienne, il y avait plusieurs représentants qui étaient mécontents, qui trouvaient que ça manquait de sensibilité, les commentaires. Pendant combien de temps il va falloir dire, bon, on a accueilli trop d'immigrants, il n'y a pas de place pour maintenant les gens qui vraiment sont vraiment risquent d'être vraiment dans la misère ou dans le traité, là où ils seront envoyés? Bon, d'abord, c'est important de le répéter. Le problème, c'est pas les Haïtiens, c'est pas les immigrants, c'est le nombre. Depuis 2 ans, on est passé de 300 000 immigrants temporaires au Québec à 600 000. Écoutez, là, imaginez-vous juste les impacts sur le logement, sur les écoles, sur la santé. Puis à Montréal, j'ajouterais sur le français. En passant, les changements qu'on propose ne touchent pas à l'agriculture, juste parce que peut-être il va peut-être y en avoir qui vont essayer de faire le lien. Là, il n'y a pas de lien puisque ça ne touche pas l'agriculture. Mais on doit, à un moment donné, dire notre capacité
d'accueil est dépassé. Donc, on ne peut pas continuer à dire, OK, on est passé de 300 000 à 600 000, on va aller à 620 000, 650 000, 700 000, 1 million. À un moment donné, notre capacité est dépassée. Donc, moi, je comprends, entre autres, les Haïtiens qui disent, bien, je veux venir au Québec pour améliorer ma situation, la situation de ma famille. Je les comprends, là, à 100 %, mais c'est juste, à un moment donné, le nombre, là, fait que notre capacité d'accueil est dépassée. Mais est-ce que vous êtes comme M. Carney qui dit, est-ce que c'est votre opinion aussi, qui dit que, bon, il y a un tiers payé sûr, puis... Ah, bien, absolument. Que l'entente qui est prévue, entre autres avec les États-Unis, qu'on appelle l'entente sur les tiers pays sûrs, c'est quand un éventuel demandeur d'asile arrive dans un pays, bien, il devrait être accueilli par ce pays-là. Il ne devrait pas pouvoir changer de pays. Donc, effectivement, c'est aux États-Unis à décider est-ce que c'est un demandeur d'asile réel ou non. Prochaine question, s'il vous plaît. Oui, M. Legault, Francis Alain, Journal de Montréal, en économie. Une question sur la Chine. Vous avez vu hier, donc Donald Trump s'est un peu assagi sur les tarifs sur les autres pays, mais sur la Chine, il reste sur la Chine. Donc, je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que le Canada devrait mettre des contre-tarifs aussi? C'est quoi la relation que le Québec devrait avoir avec la Chine? Est-ce qu'il faut faire venir du manufacturier chinois ici? Est-ce qu'il faut faire venir BYD puis vendre des autos chinoises? Est-ce que vous êtes contre la Chine, avec la Chine? Vous êtes où là-dedans? Traditionnellement, on pensait qu'on était des alliés des États-Unis, puis on n'aimait pas les façons de faire de la Chine parce qu'ils ne respectent pas les brevets, jouent avec le taux de change, laissent pas nos entreprises entrer dans leur marché. Donc, on n'était pas des grands fans de la Chine. Maintenant, à partir du moment où on se fait menacer de se faire bloquer le marché américain, bien là, il ne faut rien exclure. Rien exclure. L'Europe, l'Asie, partout, il ne faut rien exclure. Mais en même temps, il ne faut pas être naïf, là. Nous aussi, le Québec, on a un déficit commercial très important avec la Chine, parce que la Chine nous exporte beaucoup de produits, mais ne nous laisse pas entrer sur leur marché. Donc, il ne faut pas être naïf. Est-ce que là, il n'y a pas une opportunité? Si M. Trump dit qu'il y a maintenant un tarif de 100 bien, il y a peut-être une opportunité pour certaines de nos entreprises de dire je vais être très compétitif, là, même si je suis un peu plus cher que les Américains, étant donné que les produits américains vont avoir un tarif additionnel de 100 il y a peut-être des opportunités qui se présentent. Très bien, merci. Ensuite, j'avais une question sur la pénurie de main-d'œuvre. Cette semaine, je crois que c'est hier ou avant-hier, vous avez parlé d'ouvrir un peu les têtes, là, les travailleurs étrangers temporaires en région. Vous avez parlé de 2000. Les chefs de PME n'arrêtent pas de nous parler, aux journalistes, nous disent qu'il manque de travailleurs étrangers temporaires en région. C'est pire qu'en ville. Okay. Donc, est-ce que vous voulez vraiment l'ouvrir, ce programme-là de travailleurs étrangers temporaires? Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que vous voulez en faire entrer plus qu'avant? Ils disent qu'il en manque à peu près 12 000 au Québec, là, en région. Sur le nombre de TET, là, le programme, le PTET, il y a 2000 travailleurs étrangers dans le secteur manufacturier en région. OK? Et ce que nous disent les entreprises, c'est qu'ils ont besoin de ces travailleurs-là. Puis effectivement, il y a des régions comme Chaudière-Appalaches, la Beauce, le Bas-Saint-Laurent, l'Abitibi, la Côte-Nord, où les taux de chômage sont rendus à peu près à 3 On sait qu'au Québec, on est à peu près à 5,7 Bien, dans ces régions-là, le taux de chômage est plus bas, puis ils ont besoin de ces travailleurs-là. Donc, moi, j'ai demandé à Jean-François Roberge de voir si on peut faire une exception pour ces 2000 employés-là. Prochaine Donc, question, s'il vous plaît. 2000. Prochaine question, s'il vous plaît. Bonjour, Mathieu Papillon de Radio-Canada. Vous parliez des menaces de l'administration américaine. Hier encore, il y a le secrétaire au commerce, Howard Lutnick, qui disait que ce serait une très, très mauvaise décision de maintenir les mesures de représailles imposées par le Canada aux États-Unis. Donc, est-ce qu'on doit quand même maintenir ces mesures-là au Canada? Puis, si oui, pendant combien de temps? Oui. Bien, je pense que ça prend un équilibre. On doit envoyer un message clair à M. Trump qu'on n'aime pas ces tarifs et que, oui, nous aussi, on met des tarifs. Maintenant, sur quoi on met des tarifs? On a eu des longues discussions là, avec le gouvernement fédéral. On ne veut pas mettre de tarifs sur des intrants de nos entreprises. Ça veut dire, là, si une entreprise québécoise importe
pour sa fabrication des produits des États-Unis, bien, ça va nuire à sa compétitivité. Donc, on ne veut pas que ça soit sur ce genre de produits-là, à moins que ce soit des produits qui soient remplaçables au Québec ou au Canada. Donc, on est prudent. Je pense qu'on a été équilibré. Et moi, j'ai appuyé M. Carney dans ses mesures de représailles. Maintenant, quand M. Trump a ajouté des mesures pour l'auto, on a dit, soyons prudents, là, parce qu'il y avait déjà une liste de 125 milliards qui était prête. Il ne faut pas nuire plus à nos entreprises que de faire mal aux États-Unis. Le Bloc québécois propose de créer un ministère fédéral des frontières. Vous en pensez quoi? Première question. Puis, je veux juste être certain de comprendre. Si j'ai bien compris tantôt, vous dites l'entente sur les tiers pays sûrs ne doit pas être modifiée, c'est ça? Bien, ce que je dis, là, c'est que si on parle des demandeurs d'asile qui passent des États-Unis, qui sont, bon, on dit beaucoup des Haïtiens qui viennent au Canada ou au Québec, l'entente qui est déjà en place prévoit que ces personnes-là devraient être retournées aux États-Unis. Donc, pour ce qui est de cette partie-là, on ne veut pas de changement, on veut que ça soit respecté. Maintenant, la proposition du Bloc québécois, je ne suis pas certain que je la comprends. Là. De créer un ministère fédéral des frontières, un ministère qui gère. Donc, d'ajouter de la bureaucratie au ministère de l'Immigration fédérale, c'est ça? Ou à la sécurité. J'avoue, là, je ne sais pas, là, mais il me semble que je n'ajouterais pas de bureaucratie. Là. Prochaine question, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Diana Gonzalez de Radio-Canada. On parle beaucoup de l'achat local depuis quelque temps, là, depuis la menace tarifaire. Pourquoi la publicité aujourd'hui? Pourquoi votre présence ici en Montérégie aujourd'hui? OK. Bien, parce que, bon, déjà, ça a toujours été important pour nous, l'achat local, l'achat québécois. Ça aide à protéger des emplois au Québec. Donc ça, c'était déjà là. Quand on ajoute à ça la menace de Donald Trump de nous couper l'accès au marché américain en mettant des tarifs ou des droits de douane, qu'on dit en français, bien, je pense que c'est une raison additionnelle pour faire appel aux Québécois puis dire, essayez donc autant que possible d'acheter québécois, parce que quand on achète québécois, on ne se trompe pas. Puis pour le producteur, M. Daigneault, justement, est-ce que vous l'avez vu dans vos ventes, cet achat local, est-ce que ça se traduit en chiffres, une augmentation de vos chiffres d'affaires? Présentement, on est un peu dans l'hiver, la saison un peu plus tranquille, mais on sent énormément d'engouement des détaillants, des consommateurs vers les produits du Québec. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de questionnements sur ces projets-là. Donc, notre projet aujourd'hui de transformation d'ensachage de bébé carottes tombe particulièrement à point dans le contexte géopolitique. Mais bon, pour les oignons, ces choses-là, est-ce que ça se vend plus? Il y a beaucoup d'engouement. Encore une fois, on est dans une saison un peu... on est sur le tard de la saison présentement, là, en plein milieu du mois d'avril. Donc, c'est plus tranquille. Mais oui, effectivement, les chaînes, les bannières, les camps de bannières nous démontrent tout un peu que l'engouement est là des consommateurs. Ils veulent voir les produits du Québec et moins possible les produits des États-Unis. Merci. Prochaine question, Philippe Bonneville. Oui, bonjour, du 98.5 FM. Monsieur Legault, sur le dossier SACLIC, justement, hier, on sait que les trois partis de l'opposition disent qu'il y a trop de liens. Denis Galland, d'autres membres de la commission qui auraient trop de liens, notamment avec Sonia Lebel. Est-ce que vous demandez que ces gens-là restent en place ou il y a une possibilité qu'on change ces gens-là? Écoutez, il y a un consensus au Québec que le juge Galland est une personne compétente et une personne intègre. C'est pas parce qu'il a travaillé il y a 10 ans avec Sonia Lebel que ça en fait une personne incompétente puis pas intègre. Là. Je pense que c'est un peu abusé de la part de l'opposition. Et au niveau des tarifs hier, comment avez-vous réagi quand il y a eu ce changement de cap majeur? Les marchés boursiers qui jouent au yo-yo, on voit aujourd'hui c'est en forte baisse, hier c'est en forte hausse. Qu'est-ce que vous avez à dire en tant que premier ministre aux citoyens, aux entrepreneurs, aux entreprises québécoises qui voient cette situation-là, qui se disent, bon, c'est un soupir de soulagement, c'est plus d'incertitude, c'est plus d'inquiétude. On fait quoi à partir de maintenant, selon vous? Bien, c'est certain là, que l'incertitude reste. Quand je regarde les investissements privés non résidentiels, donc les investissements des entreprises, bien, on ne peut pas espérer là, qu'il va y avoir une reprise dans les prochains mois.
les entreprises, beaucoup d'entreprises vont attendre de voir ce qui va se passer dans 90 jours avant d'agir. Donc, c'est pas bon, cette incertitude-là. Puis, moi, j'étais content d'entendre Mark Carney, entre autres, dire hier, si je suis élu, dès l'élection, il va falloir renégocier l'entente globale entre le Canada et les États-Unis pour enlever cette incertitude-là. Parce que, au-delà du fait que, oui, bon, au Québec, on a le bois, l'aluminium, l'acier, les pièces d'auto, évidemment, la province qui est la plus touchée, c'est l'Ontario à cause de l'auto. Donc, pour l'instant, on est épargné du pire. Mais qu'est-ce qui va arriver? Donald Trump change d'idée là, à chaque semaine, presque à chaque jour. Donc, qu'est-ce qui va arriver la semaine prochaine? Qu'est-ce qui va arriver dans 90 jours? Il y a de l'incertitude, puis c'est pas bon pour l'économie. C'est pas bon pour l'économie, puis il faut que ça reste notre priorité de se diversifier. Je pense qu'aujourd'hui, le message, là, c'est de dire tous ceux qui ont des projets, venez nous voir pour des nouveaux produits, pour des nouveaux marchés, venez nous voir. On veut se diversifier, on veut être plus autonome face aux États-Unis de Donald Trump. On va maintenant passer à la période de questions en anglais, s'il vous plaît. Olivia O'Malley. Hi. Good morning. Mr. Legault, you're counting on a small produce to make a big impact. So how will this announcement right now help our economy when dealing with these threats from Donald Trump? But it's an example. It's not the only project we have. We need to have many projects like that. We need to diversify. We will not succeed in the next 2 weeks to do so. We will need to have more entrepreneurs coming with projects. We already increased by 80% our help via Investissement Québec, and we want to continue increasing the investment in Quebec, and especially for new products, for new markets like the rest of Canada, Europe. I was in Germany last week trying to, I had 100 companies with me trying to sell their products to Germany. So it will need time, but we need to do that, whatever Donald Trump is doing. And when it comes to your publicity campaign encouraging Quebecers to buy local, I'm hoping you can give Quebecers some inspiration. How do you buy local in your personal everyday life? Me and my wife, when we go at the grocery, we look at if it's a Quebec product. So I always did it, and I will continue to do so. So me and my wife were doing it already. Any examples of products or anything you're looking for? New product, I like mini carrots. It's good. It's good because we didn't have any mini carrots from Quebec. So, very good example. Merci. Dernière question en anglais, s'il vous plaît. Il n'y en a pas en anglais, je vais la poser en français. Excusez, oh, you oui. have one in English. Okay, go ahead. Mr. Legault, I'm just wondering if you could speak just about your government's broader plans for to support the province's agricultural sector. But we're lucky so far. From United States, we don't have much tariff coming from Mr. Trump. But we want to make sure that, for example, the supply management, that we protect that. It's very important in Quebec. So we made sure with the leaders of the different parties at the federal level that in the next negotiation with the United States that they protect our producers, and we're very, very open for projects from them if they want to diversify. And a question for this gentleman. Yes. Parfait. Merci beaucoup. Ah, pour monsieur. Parfait. Allez-y. Just if you could just explain just what this announcement today is, what difference it's going to make for you, and what difference it's going to make for the region itself. Well, we're really proud to be doing this project, which is going to create a lot of value for
for the consumers because we're bringing a fresher product to and a local product to the markets. We're also helping, working with the local economy. We're growing here in the region. We're bringing jobs here, bring the value that is used to be done in the United States, in California, by the major player. So now by becoming this the most important carrot producer in Quebec, the value is going to be made here. It's going to be local. It's going to be for the region, and it's going to be passed down to the consumers by the quality of the product, the freshness of the product that we're going to bring to the table. Merci beaucoup. C'est ce qui m'a fait à ce point de presse, mais on va passer à la photo officielle.